Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de ne pas perdre notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Eh bien les amis, vous avez vu, ce soir c'est une équipe très musclée, ça sent la testostérone et la sueur, puisque je suis accompagné de Thibaut, de Sylvain et de Paul. Comment allez-vous, messieurs? Au top, super. Bon, Très bien. il en fallait pas moins pour accueillir Paolo Guisardi. Paolo, comment allez-vous? Très bien, merci. Et merci à vous pour m'avoir invité. C'est un grand plaisir, on est vraiment ravis de pouvoir rediscuter avec vous puisqu'on avait eu l'occasion de faire un très bel entretien en début d'année à propos du projet Titan. C'est une très belle émission qu'on vous invite, amis spectateurs, à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. En plus, Paolo, qui est italien, a un français vraiment parfait, donc c'est très 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 agréable à écouter. Oui, je sais. je sais. Alors, Paolo, justement, on va pas refaire l'émission que nous avions fait en début d'année, mais est-ce que pour les spectateurs qui ne connaissent pas encore très bien l'ICER, est-ce que vous pouvez réexpliquer en quelques mots l'historique et la mission que s'est fixée l'ICER? Bon, alors, l'ICER ou ICER, comme vous préférez, donc c'est une association de, au moment, on est 30 personnes, 30 représentants nationaux, avec le même numéro de députés, disons, comme on dit, des députés. Donc, et c'est tout à fait quelque chose qui... tout à fait nouveau, car on a, disons, on s'est structuré comme une organisation non gouvernative internationale, un ONG international. Et donc, nous, on parle de l'ICER part de la constatation que, bon, OK, il y a les ovnis. Les ovnis manifestent une chose très importante, ça veut dire l'intelligence. Donc, apparemment, c'est la manifestation de l'intelligence, c'est la manifestation de l'être vivant. Donc, on parle de cette constatation pour arriver, disons, à la conclusion que, bon, c'est très, très probable, même s'il n'est pas prouvé officiellement, c'est très, très probable qu'il y a il y a la présence sur la Terre de membres de civilisations qui ne se sont pas développées sur la Terre même. Donc, on arrive à cette conclusion et on part vraiment de cette conclusion. Donc, il faut éduquer les personnes, il faut éduquer les publics, il faut que les publics, mais aussi les gouvernements, ils aient comme dire en français, l'éducation, la culture peut-être. L'éducation, oui, mais la consciousness, en anglais on dit la conscience. La conscience, voilà. La conscience, pardonnez-moi. La conscience, donc que les publics et aussi les gouvernements, ils aient la conscience de cette, je ne peux pas dire réalité de la présence extraterrestre, car elle n'est pas officiellement confirmée, mais c'est très, très probable. Et seulement l'importance énorme de cette présence, même que hypothétique, justifie toute une importante activité à niveau mondial pour faire en sorte que le public en général et aussi les gouvernements, ils arrivent à cette conscience, que c'est, disons, la base de l'activité de l'ICER. Alors, ce qui est bien avec l'ICER, c'est qu'on a vraiment... C'est vrai que c'est plus joli ICER que ICER, comme je disais, donc on va rester sur ICER. C'est beaucoup mieux. L'ICER, c'est international, parce que quand on regarde la cartographie de vos représentants et de leurs adjoints, là, on couvre le globe terrestre. Hein. Oui, tout à fait ça. Comme je dis, l'ICER couvre 30 pays du monde et je pense qu'il y a encore du place pour des autres représentants nationaux.
Et en ce qui concerne l'histoire de l'ASR, bon, on a commencé, disons, dans une façon étrange, on peut dire étrange, car il y a eu dans les, disons, avant de l'époque du Covid, il y a eu une initiative chinoise pour la réalisation d'un groupe de chercheurs, disons, pour grouper un certain numéro de chercheurs ufologiques à niveau international sous l'égide de la Chine. Bon, à la fin, cette initiative n'a pas abouti, donc c'est terminé. Tout à fait. Et donc, on a dit, et c'était surtout Roberto Pinotti, qui aujourd'hui c'est le président de l'ASR, il a dit, écoutez, on a déjà formé quelque chose, pourquoi le laisser se dissiper comme ça? Il faut que nous, ok, les Chinois, ils nous ont quittés, mais il faut bien que nous allons continuer dans ce patrimoine de, disons, des connaissances de toutes les personnes qu'on a assemblées. Et alors, est-il bien pour ça qu'on a décidé de créer un groupe international. Au début, on était 9 ou 10, plus ou moins. Et puis, naturellement, il y a eu des autres qui se sont ajoutés dans le monde. Et on est arrivé aujourd'hui à 30. Mais naturellement, il y a eu la constitution comme ONG internationale. Et l'ASR, elle est enregistrée en Portugal comme ONG internationale. Tout à fait ça. Donc, c'est une organisation internationale, mais naturellement, elle doit être enregistrée dans un pays. Et on a choisi le Portugal car on avait déjà un membre qui il avait une très bonne expérience à niveau légal, c'est fondamental. Important, ouais. C'est très, très important pour ce type de choses. Donc, on a choisi le Portugal. Et voilà, on est ici. Et au moment, disons, l'initiative du projet Titan, c'est, je crois que je peux dire que c'est la plus importante qu'on a, disons, activée au moment. Et moi, je suis le créateur, disons, du projet Titan, que je développe naturellement par contre de la AISR et du CUN, il Centro Ufologico Nazionale. Moi, je suis membre de la AISR, je suis le membre fondateur numéro 7 et je suis le représentant national pour l'Italie et je suis aussi membre du Centro Ufologico Nazionale. Donc, vous avez le numéro 007 donc, à l'AISR. Oui, mon nom c'est Guizzardi, Paolo Guizzardi. C'est un beau succès quand même parce que, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes une ONG reconnue légalement, immatriculée au Portugal. Oui. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, vous avez des représentants un peu partout dans le monde, dont des sommités nationales. Au Brésil, c'est Gevart. Vous avez Don Schmitt aux États-Unis. Vous l'avez dit, Pinotti en Italie. Enfin voilà, c'est pas, y a pas que, c'est pas des inconnus quoi. Voilà, vous avez réussi à fédérer des grands noms de l'ufologie quand même. Oui, oui. On a réussi à assembler un bon numéro de chercheurs de très bon niveau, je dois dire. Et malheureusement, je dois lamenter la mort du représentant national de la Bulgarie, que c'était le professeur Filipov, Lakezar Filipov. Malheureusement, il est décédé. C'était l'année passée, je crois. Oui, c'était l'année passée. Donc, on a perdu vraiment un scientifique de très haut niveau. Et je dois dire que professeur Filipov, c'était un scientifique pas comme les autres. Il faut bien dire ça, car il a eu le courage de combattre, disons, contre l'environnement, disons, mainstream, comme on dit. Et naturellement, il a dû payer un prix assez élevé, ouais.
Mais ces idées, c'était vraiment, vraiment important et vont continuer, disons, à propulser l'ICER dans le futur. Alors, Paolo, quand on sait... Pardon. Pardonnez-moi, Pascal. Non, je voulais terminer la petite histoire du projet Titan. Donc, alors, je dis alors, moi, je suis le créateur et le manager du projet, par contre, de la ICER et du Kuhn ensemble. Donc, et l'origine du projet Titan, c'est assez ancien, disons, car vous rappelez tout de l'initiative de Grenada à l'ONU du 1978. Donc, disons que l'initiative du projet Titan a l'intention de revivre le vrai esprit de l'initiative de Sir Gairy. C'est bien ça, car il faut dire que l'initiative de Sir Gairy, disons, à niveau formel, elle est aboutie. Il n'y a rien de laisser, comment dire, encore non terminé. L'initiative de Sir Gairy a été présentée à l'ONU, a été discutée, a été votée et a été approuvée. Mais le problème, c'est que le vrai spirit a été complètement bouleversé. Complètement. Et donc, je ne vais pas, disons, parler beaucoup, car, disons, je pense que plus ou moins tout connaît cette histoire. Donc, le but du projet Titan, c'est de revivre l'esprit, le vrai esprit originaire de l'initiative ONU de la République de Grenada de Sir Gairy. Ou bien de faire en sorte que la question, les sujets des ovnis soient portés à l'intérêt, à l'attention des États-Unis, car c'est un phénomène. Alors, excusez-moi, Paolo, vous dites États-Unis, vous voulez dire Nations Unies, en fait. Hein. Ah, pardon. Voilà, je me permets, mais les Nations Unies, hein, voilà. Hein. Oui. Pardon, je m'excuse. Les États-Unis ont l'air déjà bien éveillés en ce moment. Les Nations Unies. Oui. Donc, c'est bien ça, car naturellement, on sait bien que disons, le phénomène OVNI intéresse tout le monde. Donc, c'est bien ça, et je tiens bien à souligner ça, que c'est le vrai esprit de l'initiative de Sir Eric Gairy. Moi, je trouve ça très enthousiasmant parce que, comme vous le dites, depuis 1978, rien n'a été fait au niveau des Nations Unies pour porter le dossier. Et on va être clair, là, je pense qu'on est dans un moment charnière de ce domaine de recherche et que c'est le moment de le faire. Voilà, il y a des vrais arguments, il y a des vrais arguments à mettre en avant pour faire avancer le dossier aux Nations Unies. Oui, tout à fait ça. Et aussi, il faut dire une autre chose. Moi, j'étais au courant naturellement de l'initiative de Grenada à l'ONU. Oui. J'étais au courant aussi du désir de Roberto Pinotti de faire en sorte que qu'on trouve quelque façon pour reviver l'esprit originaire. Mais vous savez, Paolo, je réfléchis, et là je parle en réfléchissant à Thibaut, mais parce que vous dites que le public connaît bien cette initiative de l'île de Grenade, mais Thibaut, c'est vrai que ça vaudrait le coup de faire une émission pour réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé en 1978 avec Jacques Vallée, avec Heineck, avec Power, je crois qu'il y avait Velasco aussi à l'époque. Enfin voilà, c'est vrai que Thibaut, ça pourrait valoir le coup de faire un rééclairage sur cet épisode unique de la recherche ufologique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, avec plaisir. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, car, disons, l'initiative d'aujourd'hui du projet Titan, vient, disons, reliée directement à l'initiative de Grenada. Oui. Je ne suis pas sûr, Paolo, que
cet épisode soit si connu que ça. Je vous le dis franchement, et je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Parce qu'il y aurait des gens qui seraient étonnés de savoir qu'on a parlé de ça aux Nations Unies à la fin des années 70. Étonnamment. Oui. Ok, mais de toute façon, vous pouvez compter sur moi. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Voilà, je me suis permis de vous couper parce que c'est vrai qu'encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui apprennent aujourd'hui qu'aux Nations Unies, on a déjà parlé du sujet. Voilà, donc, et que le projet Titan, c'est un renouveau de cette parole nécessaire aux Nations Unies, parce qu'encore une fois, c'est un sujet mondial, il n'est absolument pas états-unien, il est vraiment mondial, et l'ICR le montre avec la diversité de ses visages. Et aussi, là, disons, je remarque la connotation internationale du projet, car pour la première fois, il y a quelque chose d'important qui n'était pas marqué United States of America. Yeah. Ça restera. Si vous pensez, toutes les choses qu'on a vues jusqu'à ici, mais aussi dans le passé, c'était tout marqué US. US made. Thibaut, tu voulais dire quelque chose, pardon? Oui, je voulais dire une remarque et une question aussi pour Paolo. Bon, Paolo, tu n'ignores pas que, évidemment, cette initiative de 78, elle a fait pchit, comme on dit en France depuis Jacques Chirac. Elle n'a pas été soldée par quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien qu'il y a des pays qui, depuis longtemps, font partie notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je citerai en premier lieu l'Angleterre, qui sont particulièrement opposés à toute divulgation. Je ne parle même pas de la Russie et des États-Unis. Donc, il y a quand même tout lieu de craindre, et même la France, d'ailleurs, on pourrait la citer aussi. Il y a tout lieu de craindre que des initiatives, malheureusement, au niveau des Nations Unies, n'aboutissent pas. D'ailleurs, il faut se souvenir que l'île de Grenade a été peu de temps après envahie par les États-Unis. Donc, ça leur a pas vraiment porté bonheur de s'intéresser à cette question. D'ailleurs, certains voient un lien de cause à effet, mais bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Est-ce que tu ne crois pas, et c'est là ma question, Paolo, que finalement, plutôt que l'ONU, ça ne serait pas une instance académique, scientifique, internationale qu'il faudrait toucher? Est-ce que c'est pas par le biais de la science qu'on va réussir finalement à s'intéresser, à intéresser le public mondial aux ovnis? Est-ce que les Nations Unies n'ont pas démontré leur incapacité à finalement agir concrètement? Je pense à l'Ukraine, qui n'a aucun rapport avec les ovnis, quoique. En ce moment, voilà, on pourrait dire le contraire. Mais je pense à l'Ukraine. Bon, voilà, ils se sont révélés totalement impuissants. Dans beaucoup de tensions du monde, ils ne sont pas efficaces pour initier quelque chose, un mouvement mondial. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait se tourner vers des instances scientifiques mondiales? Oui, moi, je suis absolument d'accord que, disons, le sujet des ovnis doit être traité à niveau scientifique, car il est un mystère, c'est quelque chose sur lequel on doit faire de la recherche, de l'investigation et ça. Mais il faut dire que, disons, mon désir, c'est que, d'intéresser les États, disons, le déciseur politique de l'État pour faire en sorte que on puisse avoir un effort d'étude scientifique. C'est bien ça. Naturellement, vous savez que, disons, surtout à niveau de la science, comme on dit, mainstream, il faut de financement, il faut de décisions politiques avant de commencer, disons, les études scientifiques. Et c'est bien ça, disons, la cible de ce projet, de faire en sorte que, disons, des États, les États qui sont unis dans les Nations Unies, décident de commencer un vrai effort de recherche scientifique sur le phénomène OVNI. C'est bien ça. On peut dire quand même, encore une fois, que le moment est porteur, puisque le Congrès américain aujourd'hui, alors pas tout le Congrès, mais en tout cas les commissions de sécurité portent le sujet, le portent admirablement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
au niveau des Nations Unies, on peut s'appuyer là-dessus pour dire bon, bah, les Américains le font, pourquoi d'autres ne le feraient pas, quoi. Le Brésil aussi. Oui, oui. Et c'est bien ça que je voulais dire avant. Bon, je voulais terminer ce que j'avais commencé avant. Donc, moi, j'étais au courant, disons, de l'initiative de Grenada, du désir de Roberto Pinotti de revivre le vrai esprit. Mais j'étais bien consciente que, disons, les temps n'étaient pas encore mûrs. Mais puis il y a eu le historique article sur le New York Times de 2017. Donc, on a commencé graduellement le procès de disclosure. Et donc, une fois que je me suis rendu compte que le procès, c'était vraiment quelque chose de sérieux, alors, comme on dit en Italie, j'ai fait comme ça, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler car j'avais la notion claire que, disons, les temps étaient mûrs. Ouais. C'est bien ça qui m'a porté à la décision de commencer à préparer quelque chose qui depuis est devenu le projet Titan. Vous voyez, c'est bien ça, c'est bien ça. Alors, on a vu dernièrement, on a partagé justement... Oui, pardon Sylvain, avant d'attaquer sur le changement de stratégie, tu avais une question peut-être. Oui, c'était plus pour reprendre sur la première émission qu'on a enregistrée. On voit que les premières démarches, les premières approches qui ont été faites étaient plutôt informelles. Il y a eu des rencontres plutôt informelles entre Paolo. Elizondo s'est déplacé à San Marino. Voilà. Hein. Voilà. Tout ça est resté à un niveau plutôt informel. Et ça semblait pas suffisant pour vraiment porter le dossier à un niveau, on va dire, décisionnel. Voilà, c'était de l'information, c'était de l'argumentation, mais il n'y avait pas encore un vote ni de décision prise. Et puis le contexte politique, enfin, le contexte mondial s'est durci quand même aussi. Hein, voilà. Oui, ben, Sylvain, vous avez cadré la situation parfaitement. C'était bien ça. Nous, on avait disons, présenté le projet à la moitié de septembre de l'année passée au secrétaire d'État pour l'éducation publique, l'université. Mais on n'a pas eu aucune réponse. Donc, on a pensé, j'ai pensé peut-être que, disons, cette façon d'agir, ce n'est pas la meilleure. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait, disons, utiliser d'une façon meilleure. Et donc, j'ai fait un peu de recherche sur l'ordinament juridique de San Marino et j'ai trouvé une ancienne institution qu'on peut définir de démocratie directe. Ça devait être sur un vieux parchemin, Paolo, non? Pardon? Ça devait être sur un vieux parchemin, un vieux papier, tout joli. Oui, il y a la pergamène comme ça. Non, je rigole, mais c'était vraiment quelque chose je pense, de l'époque médiévale, je crois. Oui. Arengo, ça s'appelle istanza, ça veut dire instance, de Arengo. Arengo, c'était le parlement de l'époque qui était formé du chef de famille, qui allait se réunir périodiquement pour discuter et prendre les décisions. Ça, c'était l'Arengo de l'époque médiévale. Et naturellement, aujourd'hui, cette fonction a été maintenue, mais seulement pour recevoir ce pétition 2 fois l'année, car il faut savoir que les instances d'Arengo peuvent être présentées seulement 2 fois par an, en avril et en octobre. Donc, c'est bien ça. Mais alors,
Donc, alors, comme j'avais dit, une fois qu'on a compris que la stratégie utilisée de contacter directement le gouvernement, c'était pas la meilleure. Alors, donc, j'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé cette instance d'Arengo. Et donc, j'ai commencé à développer une instance d'Arengo où on demande que San Marino accepte de participer au projet Titan. C'est tout à fait simple. Vous avez découvert cette disposition quand, Paolo? En avril, en mai? Quand je l'ai découvert, oui. Non, c'était plus ou moins vers la fin de l'année passée. D'accord, ok. Vous aviez cette fenêtre. Oui, non, mais je dis, c'est la loi qui réglemente l'institution de l'instance d'Arengo qui prévoit seulement deux sessions, des journées. Et ce sont 2 journées dans lesquelles on peut aller physiquement à San Marino, dans le palais du gouvernement, à présenter l'instance, disons, en format papier. Disons, c'est bien ça. Donc, alors, et j'ai commencé à étudier les mots, étudier la manière pour préparer une instance d'Arengo qui soit faite proprement. Mais disons que la chose à retenir est que la instance d'Arengo est une pétition publique dans laquelle on demande que San Marino accepte de participer au projet Titan. C'est bien ça. C'est tout à fait simple. Et naturellement, parallèlement, j'ai aussi continué à travailler sur le projet Titan, car j'ai pensé que donc, une fois qu'on va présenter cette instance d'Arengo, nous, on doit être, Acer et Kuhn doivent être en gré de présenter quelque chose de complet, un produit complet. Ce n'est pas, car disons, le projet Titan envisage que la République de San Marino va poser une question à l'ONU pour la création d'un nouveau bureau pour l'organisation de cette conférence mondiale sur l'étude des ovnis, non? Donc, c'est bien ça. Donc, il faut préparer toutes les choses qu'il faut. Et disons, à niveau de l'ONU, il y a 2 choses qui sont fondamentales. Alors, la première, c'est le texte de la résolution de l'ONU, car naturellement, disons, l'acte légal dans lequel suivant lequel on aura la formation de ce nouveau bureau, c'est, disons, une acte de l'Assemblée générale. Donc, il faut avoir prêt le texte de la résolution à présenter. Et aussi, il faut avoir le deuxième document fondamental, que c'est la concept paper, qu'on l'appelle en anglais, je ne sais pas en français. Mais c'est, disons, c'est un document où on va expliquer les raisons de l'initiative aux autres États membres qui, naturellement, ils ne peuvent pas savoir, disons, les raisons dont on s'explique ce que sont les ovnis, pourquoi il y a la nécessité de la recherche, pourquoi ça, pourquoi il y a la nécessité pour l'État qui va présenter cette proposition disons, de commencer à diffuser la nouvelle, commencer à voir comme les autres États vont répondre, car peut-être on peut imaginer que les Anglais vont dire no, that's not possible. No way. No way. Et peut-être il y a des autres. Pourquoi? On peut penser. Et peut-être qu'il y pourrait être des autres qui, ok, très bien, ok, on va participer. Donc, naturellement,
C'est bien ça. Donc, on a dû, et je disais, j'ai dû aussi préparer ces deux documents fondamentaux. Et surtout, c'était très délicat, c'est le texte de la résolution de l'ONU, car c'était quelque chose qui doit être examiné par tous les États membres de l'ONU. Et donc, il faut préparer quelque chose qui ne soit pas, disons, attaquable, disons, que ce soit bien fait. Et j'ai eu la possibilité d'avoir la collaboration précieuse d'un diplomate. Car moi, je travaille à l'ambassade de l'Italie ici à Berlin, mais moi, je ne suis pas un diplomate. Donc, je connais plus ou moins, disons, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans cet environnement. Donc, je connais un petit peu, disons, toutes les dynamiques. Mais naturellement, ce n'est pas mon travail spécifique. Donc, et j'ai eu disons, la précieuse occasion de voir l'aide, la collaboration de ce diplomate que donc je ne peux pas nominer car il m'a demandé de maintenir, disons, l'anonymat. Mais et donc quand on ira présenter la istanza d'Arengo le 2 octobre, on présentera, disons, un paquet complet. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose comme dire, oh, cher San Marino, va demander à l'ONU, commence à demander à l'ONU, depuis on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Non. C'est quelque chose de finalisé. on a déjà les documents qui sont fondamentaux pour l'action à l'ONU. Et puis, naturellement, oui. Thibaut, tu avais une question, je crois. Oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette affaire-là, parce que bon, c'est un petit moment de l'histoire de l'ufologie. Et bon, moi, ça m'intéresse particulièrement, l'histoire qui est en train de s'écrire. Paolo, au début de l'initiative de l'AESER, on sait que vous étiez confiant auprès du gouvernement de Saint-Marin. Vous aviez rencontré avec Roberto Pinotti les officiels, le ministre de la Culture, d'autres officiels. On sait aussi que Saint-Marin s'intéresse depuis longtemps aux ovnis, puisque depuis 30 ans, il héberge les symposiums internationaux du Centro Ufologico Nazionale Italiano. On dit que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes, que les tensions avec la Chine aurait décidé Saint-Marin de mettre en veilleuse un peu ce type d'initiative. Et en plus, tu n'es pas sans ignorer, Paolo, que Saint-Marin est également une zone libre d'un point de vue financier. Aide-moi, Pascal, je retrouve pas un paradis fiscal. Pas plus. Et peut-être sont-ils sous l'objet de pression de pays particulièrement puissants, d'instances particulièrement puissantes qui pourraient avoir les moyens de faire taire cette initiative. Donc, ma question, c'est est-ce que le moment, malheureusement, d'un point de vue géopolitique, n'est-il pas mal choisi pour cette initiative? Est-ce que ça ne va pas paralyser toute chose? Et seconde question, pourquoi es-tu obligé d'invoquer cette istanza d'Arengo? Pourquoi de lui-même, après tout ce qui s'était passé début 2022, n'ont-ils pas d'eux-mêmes pris cette décision? Pourquoi es-tu obligé de leur tordre le bras, finalement, aujourd'hui? Parce que moi, c'est une petite question. Donc, l'instant cash, Paolo. Écoute, à propos de la première question, oui, les moments, ce n'est pas les meilleurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des choses, disons, ces marées géopolitiques qui vont monter, vont baisser, comme ça, sont des choses qui, naturellement, ne sont pas, échappent totalement à notre contrôle. Disons, moi, j'ai décidé d'agir maintenant, comme je dis avant. Je trouve qu'aujourd'hui, disons, le procès de disclosure, c'est déjà avancé suffisamment
pour faire en sorte que le sujet des ovnis est pris, disons, au sérieux par le gouvernement, par les organes constitutionnels et par les mainstream médias et aussi par le public. Donc, c'est bien ça. Et naturellement, je suis bien conscient qu'il y aura des difficultés à ce niveau, car on est, disons, la situation géopolitique aujourd'hui, c'est très fragmenté. Disons, il y a beaucoup de contrapositions, comment dire en français, d'opposition. Opposition, donc, mais c'est quelque chose qui vraiment échappe à notre contrôle et on ne peut faire presque rien. Et moi, j'espère, oui, merci pour la question, Thibault, car me donne la possibilité de aussi parler d'une autre chose importante. J'espère aussi que l'initiative puisse arriver, disons, à faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de collaboration internationale, disons, un petit peu, disons, stimuler un petit peu la collaboration en contrastant, disons, les divisions, disons, plus comme ça que comme ça. C'est bien ça que je veux dire. Donc, pardon Thibault, la deuxième question, c'était quoi? Je n'ai pas noté. Oui, la deuxième question, c'était qu'est-ce qui explique que finalement Saint-Marin n'ait pas de lui-même décidé de porter cette question? Ça aurait été la suite logique de finalement tout ce qui s'était passé début 2022. Pourquoi es-tu obligé de mettre en œuvre cette instance pour leur tordre le bras, pour les forcer à agir? Écoute, Thibault, ce n'est pas, disons, de tordre les bras ou les forcer. C'est une chose, moi je n'aime pas ce type d'activité violente. Non, écoute, non, mais alors je vais expliquer que une fois que l'instance a été déposée, l'instance doit être adressée aux deux chefs d'État, le capitaine reggenti, ils sont toujours deux. Donc, l'instance est adressée à eux, elle est matériellement, physiquement déposée le dimanche, le 2 octobre. Donc, et une fois déposée, elle doit être examinée par les chefs d'État, qu'ils ont un but principal dans cette examination. Ça veut dire de contrôler que la instance contient quelque chose d'utilité publique. Et pour ça, je crois qu'il n'y a pas de problème, car c'est quelque chose de vraiment une grande utilité publique. Donc, une fois que le capitaine reggenti, le chef d'État, ils ont décidé positivement, ils ont vérifié qu'il y a de l'utilité publique, ils vont transférer la instance au Parlement. Le Parlement de San Marino, qui s'appelle Consiglio Grande e Generale, le Grand et Général Conseil, disons, va examiner, il va entrer dans les mairies de la propos. Il va étudier la propos, ils vont débattre la instance, les mérites de l'instance, et ils vont décider et ils vont expresser leur volonté avec une votation. Si la votation est positive, disons, si le Parlement approuve, il va émettre un décret qui va obliger le gouvernement à réaliser ce que c'est écrit, ce que c'est demandé dans l'instance. Donc, dans ce cas-ci, comme j'avais écrit dans mon blog, si Saint-Marin devait participer au projet Titan, sa participation se ferait sur la base d'une demande populaire et comme résultat de la volonté expresse des représentants élus du peuple.
Donc, cette fois-ci, on est, disons, si San Marino va décider d'accepter, c'est par la volonté expresse du Parlement de San Marino. Quoi demander de mieux? Ouais. Et on en vient à la pétition. Alors, Sylvain, oui, Sylvain. Oui, donc si cette istanza est déposée, elle doit être faite donc, par un habitant de Saint-Marin. Oui. Vous-même, vous n'êtes pas habitant de Saint-Marin, donc vous avez un relais sur place qui est prêt à faire la démarche. On a Roberto, notre agent. non, Roberto, il n'est pas. Il n'a pas encore citoyen de. D'accord, je croyais qu'il avait la nationalité, d'accord, ok. Mais oui, vous avez quelqu'un sur place. Oui, on a des collaborateurs locaux qui vont. On va pas dire leur nom, hein. Bah, non, il vaut mieux pas. Non. Bah, écoutez, c'est pas un mystère. Disons que le principal, c'était Monsieur Augusto Casali. C'était la personne il est en politique, un ancien politique de Saint-Marin, et c'est la personne grâce à laquelle on a eu la possibilité de tenir le symposium organisé à San Marino par le Centro Ufologico Nazionale. On le doit à lui. Disons, plus de 30 ans, il y a plus de 30 ans, c'était lui qui, quand lui était le ministre du tourisme, il était le ministre du tourisme, Roberto l'a approché en disant aussi, en demandant de pouvoir tenir un congrès ufologique à San Marino. En même temps, Pardon? Paolo, aller voir le ministre du Tourisme pour parler d'extraterrestres, moi, ça me paraît super cohérent quand même. Bah oui, naturellement, il y avait une raison spécifique, naturellement, car, disons, San Marino, il est très, très dépendant du tourisme. Du tourisme, bien sûr. Donc, s'il y a quelque chose qui va incrémenter, disons, l'afflux touristique, c'est toujours le bienvenu à San Marino. Donc, Roberto a approché cet monsieur Casali quand il était le ministre du tourisme et lui, il a dit on peut essayer. Et donc, il a donné la lumière verte à l'initiative et on est encore ici après de 30 ans qu'on continue à organiser ce symposium. Donc, Monsieur Casali, aujourd'hui, lui est notre principal collaborateur local à Saint-Marin. Et naturellement, nous aussi, on a choisi, il faut dire qu'on a choisi l'initiative de l'istanza d'Arengo une fois qu'on s'est aperçu qu'à San Marino, il y a deux citoyens de San Marino qui sont en faveur de l'initiative et naturellement, ils peuvent signer naturellement la pétition. On y vient justement. Mais de toute façon, par la loi de Saint-Marin, ça suffit une personne. Oui, mais bon, c'est mieux s'il y a des milliers de personnes quand même. Mais s'il y en a, naturellement, s'il y en a de plus, naturellement, c'est toujours mieux.